On est en 2016. Instagram est à son apogée, les influenceurs règnent, les musiques pop électro tournent en boucle et les festivals sont à leur prime. À cette époque, tout le monde a l'impression de vivre la meilleure période de sa vie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il suffit d'ouvrir TikTok pour voir des milliers de posts nostalgiques de cette année-là. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une personne a une idée. Créer l'événement de la décennie. Le concept, un festival de musique de luxe. Présenté comme le futur concurrent direct de Coachella, Ultra Music Festival et même Tomorrowland. L'objectif est clair dès le départ. Créer une hype de fou, faire parler de l'événement partout sur les réseaux, et pour ça, les promesses sont assez folles. De la musique tendance, une île privée aux Bahamas, des villas, yachts, jets privés, plats gastronomiques hors de prix, et surtout, des artistes et des célébrités en tout genre. Sur le papier, c'est le festival ultime, mais si vous n'avez jamais entendu parler de cet événement de la décennie, ce n'est pas un hasard. Tout commence avec Billy McFarland. Né le 11 décembre 1991 à New York, dans une famille aisée, il grandit à Short Hills, dans le New Jersey, un quartier réputé pour sa richesse. Ses parents Steven et Irene McFarland sont développeurs immobiliers de luxe. Le décor est posé et on comprend que Billy a grandi dans le confort, entouré d'argent avec très tôt l'idée que tout est accessible. En 2010, il a 19 ans. Il est étudiant en ingénierie informatique, mais abandonne rapidement ses études pour se concentrer sur ses projets entrepreneuriaux. Car depuis l'enfance, Billy est attiré par l'entrepreneuriat. Dès l'âge de 13 ans, il crée déjà des petites entreprises en ligne destinées à mettre en relation des clients et des designers. Ces projets n'ont pas de succès particulier, mais ils révèlent quelque chose d'essentiel, l'état d'esprit de Billy. Il enchaîne ensuite avec une plateforme de partage de contenu, puis un réseau social appelé Spling. Là encore, aucun succès notable. Puis vient Magnise en 2013. C'était une entreprise de cartes VIP destinée aux jeunes qui leur promettait des événements exclusifs, des concerts privés et des avant-premières artistiques. Pour y accéder, les membres devaient payer $250 par an. Ok, sur le papier ça va, l'idée est assez cool, mais en réalité les promesses n'étaient jamais tenues. Les événements n'ont pas eu lieu, les membres se plaignaient et demandaient des remboursements qui n'ont jamais été traités. Mais avec le recul, Magnise c'était plutôt un test, un premier brouillon de la fraude que Billy commettra quelques années plus tard. Malgré ses projets ratés, une chose devient claire. Billy veut créer quelque chose autour du luxe et du monde VIP, et il est prêt à tout pour y parvenir. À travers Magnise, il développe une obsession pour l'idée d'appartenir à une élite, et surtout pour la vendre aux autres. Son mode opératoire est simple, miser sur un marketing énorme, promettre une expérience exceptionnelle, quitte à décevoir une fois la réalité révélée. En gros, Billy vend littéralement du rêve aux gens dans le plus grand des calmes. Et ce rêve, il va bientôt le pousser beaucoup plus loin. Billy comprend rapidement une chose. Dans l'univers de l'entrepreneuriat, la crédibilité est essentielle. Avec plusieurs projets ratés à son actif, sa réputation reste fragile. Son nom circule peu, ses échecs s'enchaînent, mais Billy reste pourtant déterminé. Il cherche alors une solution pour gagner en notoriété, et c'est là qu'il décide de s'associer à une célébrité. Son choix se porte sur Ja Rule. Pour ceux qui connaissent pas, Ja Rule c'est un rappeur et acteur américain connu dans les années 2000. À cette époque-là, il connaît un succès important et vend des dizaines de millions de disques. Il apparaît également dans plusieurs films dont Fast and Furious. Billy et Ja Rule se rencontrent donc grâce à Magnise, le précédent projet de Billy. Ja Rule accepte d'en devenir l'ambassadeur, le contact passe bien entre eux et une relation se crée. Ils deviennent rapidement amis. Quelques années plus tard, ils décident d'aller plus loin ensemble. En 2016, ils fondent une nouvelle entreprise, Fire Media. Le projet repose sur une idée précise, créer une application permettant de réserver des artistes pour des événements. Pour faire connaître cette application, une stratégie marketing s'impose. Et ils imaginent alors un événement spectaculaire, un festival. Un festival pensé comme une vitrine. Ce projet porte un nom, le Fire Festival. À ce stade, une question se pose encore. Concrètement, c'est quoi cette histoire d'application et de festival ? La Fire App est pensée comme une plateforme permettant aux organisateurs d'événements de réserver des artistes et des célébrités. Billy et son équipe ont même comme ambition d'en faire entre guillemets le Uber de la réservation de talents. L'idée est ambitieuse, très ambitieuse même, et dans la réalité les résultats ne suivent pas. Fire Media ne génère qu'une petite partie des revenus annoncés par Billy. Les réservations de célébrités restent rares et le projet peine à décoller. Billy cherche alors à un moyen de relancer la machine.
Il veut sauver ce projet auquel il tient particulièrement, et la solution qu'il choisit est assez radicale. Il va tout miser sur un événement promotionnel. L'objectif est clair, créer un festival spectaculaire, exclusif et unique. Un événement si marquant, si spectaculaire qu'il donnerait envie à d'autres organisateurs de reproduire ce type de soirée. Et pour faire ça, une seule option, c'est là que la Fire App rentre en jeu. En vrai, sur le papier, l'idée fonctionne, elle est pas mal. Le concept est cohérent, même s'il est extrêmement ambitieux. À partir de ce moment-là, les priorités changent. L'application passe au second plan et le marketing devient central. Le projet se concentre désormais sur un seul élément, le Fire Festival. Billy se précipite dans l'exécution, il investit massivement dans la promotion, les dépenses s'enchaînent sans réel contrôle, mais bon, pour faire la promotion de son événement, il dépense sans compter. Par exemple, pour que l'influenceuse Kendall Jenner fasse la promotion du festival sur Instagram, Billy verse 250 000 $ pour un seul post. Et à cette vitesse, les chiffres explosent rapidement. Le coût estimé du festival atteint 38 millions de dollars, un montant largement supérieur aux capacités financières réelles de l'entreprise. Et pourtant, la machine est lancée. Impossible de faire marche arrière. Billy et son équipe se donnent à fond. Ils commencent par tourner un clip promotionnel aux Bahamas, sur l'île de Norman's Cay, une île connue pour une raison bien précise. Elle a autrefois appartenu à Carlos Slater, proche de Pablo Escobar. D'ailleurs, les propriétaires posent une condition assez claire à Billy et son équipe pour les laisser faire leurs vidéos sur l'île. Ils demandent à ce qu'il n'y ait aucune référence à Escobar dans le trailer. Et bien évidemment, Billy ignore totalement la demande, au contraire d'ailleurs. Et cette information alimente parfaitement son marketing, donc pourquoi l'enlever ? Dans cette même vidéo, on voit certaines des plus grandes figures de la mode et de l'influence. Bella Hadid, Hailey Bieber, Emrata. Quand on voit ces images, on se dit que c'est forcément l'événement de l'année et qu'il ne faut pas le rater. L'équipe du Fire Festival exploite aussi un phénomène bien connu, la FOMO, entre autres la peur de rater quelque chose. Cette stratégie correspond parfaitement à l'image d'exclusivité voulue par Billy. Plus de 400 personnalités publiques publient en même temps un simple carré orange sur Instagram. Sans texte, aucune explication, et en 24 heures, la campagne génère 300 millions d'impressions. C'est un chiffre énorme pour l'époque et même encore aujourd'hui. Les billets sont rapidement mis en vente et 48 heures plus tard, 5000 billets sont vendus. Les prix commencent à 500 $ et montent jusqu'à 12 000 $ pour les forfaits VIP, incluant transport et logement. Les revenus explosent rapidement. Billy va encore plus loin, il propose des packages de luxe à 250 000 $, puis 400 000 $. Et il justifie ses prix avec le programme qu'il propose. Donc des villas de luxe, des repas préparés par des chefs étoilés et des interactions privées avec les artistes. Ces offres ciblent de jeunes riches et des entrepreneurs de la Silicon Valley. Des profils actifs sur Instagram, des profils attirés par le prestige. Le 12 janvier 2017, soit le même jour que la sortie de la vidéo teaser, la line-up est annoncée. Major Lazer apparaît comme tête d'affiche, le label Good Music fondé par Kanye West est également présent, et Disclosure complète l'annonce. En 2017, Major Lazer domine les classements avec Lil Nas. Good Music regroupe des artistes comme Pusha T et Designer qui explosent tout dans la même période. Donc en soi, sur le papier, tout semble aligné, mais toujours pas. Aucune infrastructure n'est en place, aucun permis de construire n'a été obtenu, et peu après le lancement de la campagne, l'équipe est expulsée de Norman's Cay. Et la raison est assez simple, la référence à Pablo Escobar provoque la rupture avec les propriétaires. 4 mois avant l'événement, le festival se retrouve sans lieu. Alors, ils se débrouillent pour trouver un nouvel emplacement en urgence, et c'est comme ça qu'ils choisissent un terrain vague sur Great Exuma aux Bahamas. Le public découvre rapidement la supercherie. Le festival se déroule en réalité sur un parking en gravier, près d'une marina et d'un complexe hôtelier. Billy continue pourtant à parler d'une île privée sur toutes les annonces. Les cartes sont d'ailleurs modifiées en secret pour masquer la réalité. Et le calendrier aggrave la situation. Un festival de cette ampleur demande au moins 12 mois de préparation, tandis que le Fire Festival est monté en seulement 6 mois. Les experts alertent Billy et recommandent de repousser l'événement d'au moins 1 an et estiment le budget nécessaire à 50 millions de $. Mais cependant, vous connaissez Billy, il ignore tous les avertissements. Sur place, ces problèmes s'accumulent. L'eau potable manque, les installations sanitaires sont insuffisantes, il n'y a ni plomberie ni électricité. Billy avait commandé la moitié du nombre de toilettes recommandées pour réduire les coûts, et les artistes commencent logiquement à se retirer. Parmi eux, Blink 182, Taiga et Migos. Sur les 33 artistes annoncés, aucun ne se produira. L'ambiance au sein de l'équipe devient pesante. Billy instaure un climat de peur, il licencie ceux qui expriment leurs doutes, mais malgré tout, l'événement est maintenu. D'ailleurs, une anecdote illustre parfaitement le niveau de désespoir dans l'équipe. 4 camions remplis d'eau et viande sont bloqués par la douane des Bahamas, certaines factures n'ont pas été payées, et Billy contacte Andy King, directeur des événements.
Il lui demande de régler le problème et Billy suggère implicitement une solution extrême. Sure, but Billy called and said, Andy, we need you to take one big thing for the team. And I said, oh my gosh, I've been taking something for the team every day. He said, well, you're our wonderful gay leader, and we need you to go down. Will you suck dick to fix this water problem? And I said, Billy, what? Andy comprend que Billy lui suggère de proposer une faveur sexuelle au chef des douanes. Et le plus fou, c'est que Andy admettra plus tard être rentré chez lui, s'être rincé la bouche avec du bain de bouche et était prêt à faire la faveur pour sauver le festival. Shower. I drank some mouthwash. I'm like, oh my gosh, I'm really, and I got into my car to drive across the island to take one for the team. And I got to his office fully prepared to suck his dick. Ces témoignages résument parfaitement le climat dans lequel évoluent les organisateurs. Ils étaient désespérés. Au final, rien ne s'est passé et le chaos a continué. Pour gagner du temps, l'organisation prend une décision improvisée. Les premiers arrivants sont conduits dans un restaurant et ils y restent bloqués pendant 6 heures et l'alcool coule à flot. L'objectif est simple, occuper les festivaliers pendant que l'équipe tente de terminer les préparatifs sur le site. Par ailleurs, le transfert vers le festival devait se faire dans des moyens de transport de luxe. Cependant, les festivaliers montent dans des vieux bus scolaires jaunes et comprennent rapidement dans quoi ils se sont embarqués. À l'arrivée, la supercherie devient évidente. Le site est un chantier à ciel ouvert, du gravier partout, aucune infrastructure, aucune indication. Bref, les festivaliers se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes, sur une île sans organisation. La surprise suivante est encore plus brutale. À la place des dômes géodésiques promis, ils découvrent des tentes de secours, des tentes habituellement utilisées pour des catastrophes humanitaires. Et en plus, quelques heures plus tôt, il a plu. Les tentes sont trempées, les matelas sont mouillés et environ 600 personnes se retrouvent sans endroit pour dormir. Là, un climat de peur et de colère s'installe rapidement, et c'est logique. Vous comprenez donc que la promesse d'une gastronomie de luxe disparaît aussi. Les repas servis sont des sandwichs industriels au fromage présentés dans des barquettes en plastique. D'ailleurs, une photo circule sur les réseaux sociaux, elle devient virale en quelques heures. Et là, c'est au tour du monde entier de découvrir la supercherie. Les bagages des participants sont jetés depuis des camions, un désordre s'installe, chacun tente de récupérer ses affaires, des vols commencent, des bagages disparaissent, des matelas aussi. Bref, le site plonge dans le chaos total. Aucune sécurité, aucun personnel médical et aussi aucune lumière une fois la nuit tombée. L'annulation du festival est annoncée le lendemain matin, mais le calvaire ne s'arrête pas là. Les festivaliers doivent maintenant quitter l'île, l'organisation les conduit à l'aéroport d'Exuma, mais une autre surprise les attend. Peu après, le gouvernement bahaméen interdit tout décollage et tout atterrissage. Des centaines de personnes se retrouvent bloquées, cette fois dans le terminal de l'aéroport. Ils y restent pendant plusieurs heures, sans nourriture, sans eau, sans climatisation. Et on est aux Bahamas, la chaleur est étouffante. Une personne va perdre connaissance, elle sera rapidement prise en charge et s'en sortira sans gravité. Finalement, ce qui devait être la plus grande force du Fyre Festival se retourne contre elle. Son effondrement est exposé au monde entier par les réseaux sociaux. L'événement censé marquer la décennie devient une arnaque ridicule pour ultra riches. Certains festivaliers ont payé plus de 250 000 $, faut le rappeler. Sur Twitter, Instagram et Reddit, tout le monde s'enflamme. Les critiques s'enchaînent, la photo du sandwich au fromage devient virale et devient même le symbole du fiasco. Beaucoup de personnes se réjouissent ouvertement de cet échec. Le public observe des jeunes adultes très riches, en quête de likes et de statut social, se faire piéger. Pour eux, l'ironie est totale. Ils sont tombés dans un piège marketing qu'ils avaient eux-mêmes amplifié. Les conséquences judiciaires arrivent très vite. Un recours collectif est déposé en Californie contre Billy McFarland et Ja Rule, et le montant réclamé dépasse les 100 millions de $. Au total, au moins 8 poursuites judiciaires sont engagées. Elles évoquent fraude, rupture de contrat et fausses déclarations négligentes. En gros, une arnaque. Billy est arrêté à son domicile de Manhattan en juin 2017. L'enquête révèle qu'il a trompé au moins 80 investisseurs. Il possédait un faux relevé de compte montrant plus de 2,5 millions de $ d'actions, alors qu'en réalité, il ne possède que 1500 $. En 2018, Billy plaide coupable pour plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique et bancaire. Il est condamné à 6 ans de prison, il doit rembourser plus de 26 millions de $. Mais le truc fou ici, c'est que même en liberté sous caution, il continue d'arnaquer. Il met en place un nouveau système de vente de faux billets pour des événements exclusifs, comme le Met Gala par exemple. Il est libéré de prison en mars 2022 après avoir purgé environ 4 ans. Peu de temps après, il annonce sur les réseaux sociaux le Fyre Festival 2. Il affirme avoir sécurisé des financements. Il met en vente des billets allant de 1400 $ à 1 million de $ pour des frais tout compris.
Billy promet que 10% des bénéfices serviront à rembourser les 26 millions de dollars de restitution qu'il doit toujours à ses victimes, et c'est en 2025 qu'il annonce les dates au Mexique. Cependant, les autorités locales de Playa del Carmen et d'Isla Mujeres déclarent ne pas être au courant de l'événement. Les dates sont à nouveau reportées et finalement Billy met la marque Fire aux enchères sur eBay. Une fin bien bizarre, à l'image de tout le reste. Bref, pour terminer, un autre point mérite d'être mis en lumière. Derrière les images virales et les festivaliers bloqués, les véritables victimes sont ailleurs, aux Bahamas. On les a oubliés, mais les habitants et les travailleurs locaux fournissaient une main-d'œuvre massive dans un laps de temps très court. Ils ont construit les infrastructures, ils assuraient les services essentiels et n'ont jamais été payés par le Fire Festival. Et la communauté locale se retrouve dans une situation financière dramatique à ce moment-là. Le cas de Marianne Roll, restauratrice à Great Exuma et propriétaire d'Exuma Point, devient emblématique. Après le retrait des traiteurs initiaux, elle va puiser environ 55 000 $ dans ses économies personnelles. Elle va payer son personnel, acheter de la nourriture et avec son équipe, elle prépare et livre plus de 1000 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner et dîner pour les invités et le personnel du festival qui n'ont rien à manger. Cependant, elle ne sera jamais payée et cette situation va même la ruiner. Mais après la sortie des documentaires en 2019, son histoire touche le public. Des personnes décident d'agir et une campagne GoFundMe est lancée. La campagne permet de récolter plus de 200 000 $, le prix d'un billet pour le festival, et l'argent sert à l'aider à se reconstruire. Ça permet également d'indemniser d'autres fournisseurs bahamiens, et c'est vraiment l'un des moments rares de cette histoire où quelque chose est positif.